Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de l'année où nous allons voir comment on peut décrire la matière à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire notre échelle. La matière est constituée de ce qu'on appelle des entités chimiques. Cela peut être des molécules, comme la molécule d'eau que vous connaissez bien, ou encore les molécules qui composent l'air, c'est-à-dire molécules de diazote ou molécules de dioxygène. Cela peut être aussi des atomes, comme par exemple les atomes qui sont contenus dans un fil de cuivre. On voit que ce fil est constitué d'atomes de cuivre placés les uns à côté des autres. Et puis enfin, il y a les ions qu'on retrouve par exemple dans le sel. Le sel, en effet, est constitué d'un enchaînement d'ions Na+, et d'ions Cl-. Ils sont souvent regroupés par paires, ces ions, un ion positif avec un ion négatif. Par contre, vous l'avez bien compris, pour décrire la matière comme nous venons de le faire, nous avons été dans le domaine microscopique. Pour pouvoir décrire la matière à l'échelle macroscopique, on va utiliser la notion d'espèce chimique. Alors, qu'est-ce qu'une espèce chimique? C'est un ensemble d'entités chimiques identiques, et on la représentera par la formule de l'entité concernée. Reprenons nos exemples de tout à l'heure pour bien comprendre. L'eau, qu'on va considérer pure ici, est uniquement composée de molécules d'eau qui sont toutes identiques. On peut alors dire que l'eau est une espèce chimique. Ici, l'eau est à l'état liquide, alors on va représenter l'espèce chimique eau comme ceci, c'est-à-dire la formule H2O, suivie de la lettre L entre parenthèses pour préciser son état physique. Prenons maintenant le fil de cuivre. On voit qu'il est composé uniquement d'atomes de cuivre qui sont donc tous identiques. On peut dire que le cuivre est une espèce chimique. La formule chimique du cuivre est Cu et il est à l'état solide, donc on note Cu entre parenthèses S pour solide. Le sel maintenant, ou plus communément qu'on appelle le chlorure de sodium, est composé d'un enchaînement d'ions qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire Na+, et Cl-. On dit qu'ils vont par paires. Et comme ils sont toujours ensemble, on va pouvoir considérer qu'ils forment une seule et même entité identique. On va donc pouvoir considérer que le sel est une espèce chimique. On va le noter NaCl, alors on comprendra plus tard pourquoi. Et par contre, entre parenthèses, on met bien le S pour préciser qu'il est à l'état solide. Prenons encore d'autres exemples. L'air. On voit qu'il est composé de deux entités chimiques, par contre cette fois différentes. Nous avons la molécule de diazote et la molécule de dioxygène. On ne peut donc pas dire que l'air est une espèce chimique. Également pour le sucré, c'est la même chose, puisque si l'on regarde l'eau sucrée, va être composée de molécules d'eau et de molécules de sucre, c'est le saccharose, qui ne sont pas des molécules identiques, donc l'eau sucrée ne peut pas être considérée comme une espèce chimique. En fait, pour ces deux derniers exemples, on peut dire que ce sont des mélanges d'espèces chimiques. On va donc pouvoir décrire la matière à l'échelle macroscopique de deux manières différentes. Soit la matière va être un corps pur, ou ça va être un mélange. Alors, un corps pur, ça va être constitué d'une seule espèce chimique, exemple l'eau pure, le cuivre, le fer, le dioxygène, l'acide acétique, etc. Ou alors, donc la matière sera considérée comme un mélange, et pour ça, il faudra qu'elle soit constituée d'au moins deux espèces chimiques différentes, comme par exemple l'eau sucrée, le thé, le jus d'orange, l'air, ou bien d'autres exemples qu'on verra plus tard. Alors une petite remarque pour bien voir les limites de ce modèle qu'on vient de voir, c'est que finalement tous les échantillons de matière vont pouvoir être considérés comme des mélanges si on y réfléchit bien. Un corps pur, réellement ça n'existe pas. En effet, on peut toujours trouver des impuretés même à l'état de traces. Alors cependant, on ne tiendra pas compte de ces traces justement et on va pouvoir considérer un bon nombre d'échantillons comme purs. Alors enfin, si on s'intéresse donc à ce dernier type de matière, les mélanges, on va pouvoir les ranger dans deux catégories. Il va y avoir les mélanges qu'on dit homogènes et les mélanges hétérogènes. Un mélange homogène, c'est quand on ne distingue pas les différents constituants à l'œil nu. Exemple, l'eau sucrée, l'eau salée, le sirop, le lait. Et on a les mélanges hétérogènes. Là, on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu. Exemple, du jus d'orange, de l'eau boueuse, des boissons gazeuses. Une dernière remarque aussi par rapport à cela, il va bien falloir dans la définition pour mélange homogène et hétérogène prendre en compte à l'œil nu. Parce qu'en effet, un mélange homogène peut devenir hétérogène lorsqu'on l'observe à une plus petite échelle. C'est l'exemple typique de la mayonnaise. À l'œil nu, on ne distingue
qu'une seule phase, hein, un seul constituant, on peut considérer le mélange homogène. Par contre, si on regarde cette mayonnaise au microscope, on voit en fait qu'on a des bulles d'huile qui sont insérées dans de l'eau. Donc finalement, on arrive à considérer, à voir deux constituants et le mélange est considéré ici comme hétérogène. Alors faisons le bilan de ce que nous avons appris dans cette vidéo. Alors d'abord, la matière est constituée d'entités chimiques, atomes, molécules, ions. Ça, c'est si on regarde à l'échelle microscopique. Pour décrire la matière à l'état macroscopique, on va utiliser la notion d'espèce chimique, qui est donc un ensemble d'entités chimiques identiques. Alors cette matière, à l'échelle macroscopique, elle peut être de deux types. Soit on a un corps pur, c'est-à-dire que l'échantillon est constitué d'une seule espèce chimique, ou alors on a affaire à un mélange, donc on a au moins deux espèces chimiques. Et puis dans les mélanges aussi, on va pouvoir avoir deux types de mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes.